Bonjour à tous, ou bonsoir, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Généralement, je rentre directement dans le vif du sujet, mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous saluer, et surtout de vous prévenir que certains chapitres de cette vidéo demandent d'avoir un estomac bien solide. Donc tout ça pour dire, prévoyez un plaid, prévoyez un chocolat chaud, prévoyez un Xanax, puisqu'on va aujourd'hui aborder la propagande pédophile parfaitement réussie du père de la révolution sexuelle. La fameuse révolution sexuelle, un mouvement qui nous a apporté plein de belles choses, pour n'en citer que quelques-unes. Le délitement de l'idée de famille, la pornographie de masse, la théorie du genre, la banalisation de la pédophilie chez les intellectuels, ou encore l'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Bien, sachez que rien de tout cela n'aurait été possible sans un homme, Alfred Kinsey, celui qu'on appelle le père de la révolution sexuelle, mais qu'on considère aussi comme le créateur de la sexologie. Un scientifique sans aucune formation en sexualité humaine, en psychologie ou en statistique, dont les recherches et la personne sont encensées par Hollywood, par l'OMS, par la communauté LGBTQ+, et par l'institut de recherche qui porte aujourd'hui son nom et qui a même fait construire une statue en son honneur. So it just feels like an honor. He needs someone to really capture his intensity, his good looks, his hair. He's got great hair. He's got great hair. Yeah. So Mais si Kinsey est un dynamiteur de tabous, c'est aussi et surtout un pervers et détraqué sexuel qui a travaillé main dans la main avec des pédocriminels pour banaliser le viol d'enfants et dont on reprend les travaux dans les écoles maternelles du monde occidental. N'oubliez pas votre chocolat chaud et décryptons. En 1948, une bombe atomique secoue l'Amérique puritaine. Alfred Kinsey, entomologiste réputé, ou insectologue si vous préférez, vient de sortir une étude dans laquelle il brosse un portrait étonnant de l'américain lambda et de sa sexualité. Cette étude se nomme The Sexual Behavior in the Human Male. En français, le comportement sexuel de l'homme. 5 ans plus tard, c'est The Sexual Behavior in the Human Female qui voit le jour. L'ensemble de ces deux études forment les rapports Kinsey. On apprend que 13% des hommes et 7% des femmes sont principalement homosexuels. Oui, parce que selon lui, il y a plusieurs degrés d'homosexualité, c'est ce qu'on appelle la Kinsey Scale, et la génération Z adore faire joujou avec. Oh, I haven't heard of the Kinsey test, but I've heard of the Kinsey scale. 0 is completely straight, 6 is completely gay, Yeah. and then it kind of slides in Slides. shades of grey between them. On apprend également que 37% des hommes et 13% des femmes ont eu au moins une expérience homosexuelle dans leur vie qui les ont menés jusqu'à l'orgasme, rien que ça, que 26% des épouses et 50% des épouses sont adultères, ou encore que 17% des garçons de ferme ont eu des relations sexuelles avec un animal. Mais si ça choque un peu la société, ça n'empêche pas ces rapports, traduits en 131 langues, de se vendre comme du petit pain, et de figurer parmi les best-sellers du New York Times seulement quelques jours après leur sortie. En 1953, Alfred Kinsey va même apparaître en couverture du Times Magazine, à côté d'une guêpe butinant une rose. Quelle belle allégorie. Sauf que, si les médias sont mal à l'époque, même encore aujourd'hui, en Libération, toujours dans les bons coups, quelques scientifiques grimacent, parce que bon, certains chiffres interrogent, ainsi que les méthodes d'échantillonnage utilisées pour obtenir ces 10 chiffres. Par exemple, Abraham Maslow, psychologue américain qui s'est d'abord vachement intéressé aux travaux de Kinsey, refuse par la suite de travailler avec lui à cause de sa méthodologie. Il reproche à l'entomologiste de ne pas avoir pris en compte le biais dû au fait que les personnes interrogées étaient exclusivement des volontaires, et qu'à l'époque où le sujet de la sexualité est tabou pour la plupart des Américains, en parler ouvertement peut signifier que t'es du genre olé olé. Ensuite, dans les années 50, c'est John Tukey, présenté par Wikipédia comme l'un des plus importants statisticiens du XXe siècle, qui critique ouvertement l'échantillonnage de Kinsey. Je cite, « Une sélection aléatoire de 3 personnes aurait été préférable à un groupe de 300 personnes choisies par Kinsey. » Pourquoi le clash-t-il comme ça ? Eh bien parce que l'échantillon n'est absolument pas représentatif de la population américaine. Mais genre, vraiment pas. Dans les années 80, le docteur Judith Reisman nous donne les chiffres. Judith Reisman, c'est une femme qui a voué une bonne partie de sa vie à combattre la pédocriminalité après que sa fille de 10 ans a été violée par un ado de 13 ans. Elle a écrit pas mal d'ouvrages très sourcés sur le sujet, dont une enquête fouillée commandée par la section juvénile du département de la justice sur les 9000 images pédopornographiques publiées dans Playboy et d'autres revues porno entre 1953 et 1982 que j'aurais adoré aborder avec vous si jamais j'avais eu plus de temps. Mais on lui colle quand même l'étiquette de conservatrice, complotiste et homophobe parce que d'ailleurs je connais la chanson, donc sachez qu'absolument toutes les sources sont en description. Donc, après avoir étudié les rapports Kinsey ainsi que des ouvrages écrits par ses co-auteurs comme Wardell Pomeroy, voilà ce que le Dr Reisman nous révèle sur l'échantillon de Kinsey pour The Sexual Behavior in the Human Male. Sur les milliers d'hommes interrogés, 86% étaient des déviants sexuels. Déviants dans le sens qui s'écartent de la norme.
Je précise parce que je sens les accusations d'homophobie à plein nez. Car Kinsey et ses collaborateurs allaient justement dans les bars ou les bains gays, ils allaient interroger des gigolos et les membres du demi-monde homosexuel. Ils se rendaient aussi dans des hôpitaux psychiatriques pour interroger des psychopathes sexuels au sens clinique du terme. Ils allaient voir des garçons sexuellement abusés et ils se rendaient aussi dans les prisons pour interroger les félons les plus violents. Car il faut savoir que la plupart de ces interrogatoires se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale et que pendant cette période, seuls les criminels modérés étaient autorisés à s'enrôler dans l'armée, ce qui fait qu'il ne restait que les plus tarés. Et parmi ces prisonniers restants, le fond du panier, donc, Kinsey et sa clique privilégiaient surtout les délinquants sexuels. Donc violeurs, pédophiles, zoophiles, exhibitionnistes et tutti quanti. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres comme 17% des garçons de ferme ont fait l'amour avec un dindon et 10% de la population est homosexuelle. Mais le but de Kinsey n'était pas d'être représentatif, c'était de faire passer ses propres délires sexuels comme normaux. Enfin, surtout de dire que la norme n'existait pas en termes de sexualité, ou la morale d'ailleurs. Parce que quelles étaient ces petites pratiques sexuelles à notre cher Alfred? Eh bien, il y avait réalisé des orgies avec les membres de son staff et les filmer pour la science. Aujourd'hui on appelle ça du porno. Prêter sa femme à d'autres hommes. Et un autre kill qui fait Kinsey, c'était se faire du mal. Parce qu'il était sadomaso. Donc il aimait bien se faire du mal. Je n'irai pas dans les détails de ses pratiques, c'est dégueu. Ou alors je suis peut-être simplement trop puritaine et fermée d'esprit pour me dire qu'il n'y a rien de dérangé dans le fait de se pendre, littéralement, donc avec le tabouret et la corde, par les testicules. Bref, Kinsey avait lui-même une sexualité que je qualifierais d'hors norme. Le message principal de son œuvre, c'est donc qu'il n'y a pas de normes en termes de pratiques sexuelles, que la population américaine est bien plus dévergondée qu'on ne le croit, et que par conséquent, la morale contemporaine concernant cette sexualité pudique, exclusivement maritale et destinée à la procréation, est obsolète. Pour lui, la chasteté est impossible et il n'existe que 3 types d'anomalies sexuelles, l'abstinence, le célibat et le mariage tardif. Ce message, on peut dire qu'il est passé comme une lettre à la poste et a bien imprégné la société contemporaine. Mais l'autre message qu'il veut faire passer dans ses rapports, dont Slate, Libé ou la BBC parlent bizarrement beaucoup moins et qui nous intéresse fortement aujourd'hui, celui qui est toujours d'actualité dans les organisations qui encadrent aujourd'hui l'éducation à la sexualité, c'est que les enfants sont des êtres sexuels dès la naissance. C'est le moment d'aller chercher votre chocolat chaud pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, ou pour les plus sensibles de passer directement à la partie 3, car là, pour le coup, ça ne rigole vraiment pas. La croissance et l'activité sexuelle précoce. Voilà comment Alfred Kinsey intitule son chapitre 5. Mais que contient-il, ce fameux chapitre ? Eh bien, des données tangibles et factuelles sur le plaisir sexuel que peut ressentir un enfant à peine sorti du ventre de sa mère. C'est évidemment du sarcasme. Il contient des tableaux remplis de données, certes, mais tangibles et factuels, pas sûr de ça. Tableau 31, l'âge de l'orgasme chez le préadolescent, basé sur l'observation de 317 mâles. À gauche, c'est la colonne de l'âge du sujet observé, le plus jeune à 2 mois, et on apprend qu'il n'a pas atteint l'orgasme. Par contre, ça a été le cas de l'un des 2 nourrissons de 5 mois observés. Enfin observés, violés, surtout. Tableau 34, exemple d'orgasme multiple chez le préadolescent mâle. Âge 11 mois, nombre d'orgasmes 14, temps consacré 38 minutes. Âge 4 ans, nombre d'orgasmes 26, temps consacré 24 heures. 24 heures de torture sexuelle sur un enfant de 4 ans inscrit dans un rapport scientifique encensé par les médias et dont l'auteur a fait la une du Times Magazine. Vous demandez peut-être comment il est possible qu'un bébé de 5 mois ou qu'un enfant de 4 ans atteigne l'orgasme. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à un âge aussi précoce, l'éjaculation est impossible. Et bien voilà la définition que Kinsey donne de l'orgasme chez le préadolescent. Il y en a 6 types, je vais pas tous les citer, et préparez-vous, parce que c'est vraiment monstrueux. Type 3, une montée progressive et parfois prolongée vers l'orgasme impliquant des convulsions violentes de tout le corps, une respiration lourde, des gémissements, des sanglots ou des cris plus violents, parfois avec une abondance de larmes, surtout chez les jeunes enfants. Type 6, douleur ou peur à l'approche de l'orgasme. Les mâles de ce groupe se débattent pour s'éloigner de leur partenaire et peuvent faire des tentatives violentes pour éviter l'orgasme, bien qu'ils tirent un plaisir certain de la situation. En se basant sur ces définitions, Kinsey conclut que l'enfant, dès la naissance, peut ressentir du plaisir sexuel. C'est malheureusement le risque quand l'État finance les expériences d'un détraqué sexuel sadomasochiste, il finit par y avoir quelques quiproquos sur la notion de plaisir sexuel. La question que quelques personnes vont se poser après la lecture de ce rapport, c'est d'où viennent toutes ces données au juste. Il existe 2 versions quant à la provenance de ces données. La première, celle de Kinsey, c'est que ces données ont été récoltées d'après, je cite, des histoires d'hommes adultes qui ont eu des relations sexuelles avec des garçons plus jeunes, traduisez pédophiles, et qui, grâce à leurs expériences adultes, sont capables de reconnaître et interpréter ce que ressentent les enfants. Certains de ces adultes sont des personnes formées techniquement, ayant gardé des journaux ou autres moyens d'enregistrement, traduisez de la pédopornographie, qu'ils ont mis à notre disposition. L'autre version est celle de John Bancroft, ancien directeur de l'Institut Kinsey, qui a découvert, comme par magie en 1995, que ces données ne provenaient en fait que d'un seul pédophile,
et que si Kinsey a modifié le nombre de pédocriminels dans son rapport, c'était pour protéger la confidentialité de sa source. Sauf que si on creuse un peu, la version de Bancroft paraît un peu louche. Déjà parce que des proches collaborateurs de Kinsey comme Paul Gebhardt, son co-auteur et lui aussi ancien directeur de l'Institut Kinsey, ou Clarence Tripp, le mec qui réalisait ses films porno, confirme la version de l'entomologiste. Voilà ce que Clarence Tripp dit sur le plateau du Phil Donahue Show face à Judith Reisman. She's talking about data that came from pedophiles, that he would listen to only pedophiles who were very careful, used stopwatches, knew how to record their things, did careful surveys. Were they in prison at the time? Oh, certainly not, but they were, in her sense, criminals because they were pedophiles, but they were trained Oh, in her trained sense, observers. they were criminals because they were pedophiles. They're They were raping trained children and they're observers. not criminals. You're going to defend Nobody that. was raping children. What they What were do you doing. call sexually, manually, and orally abusing a baby, and you're a bloody pedophile? Quand John Bancroft parle d'un seul pédophile, il parle de Rex King, aussi connu sous le nom de Mr. Green ou Mr. Brown ou encore Mr. X, un pédophile en série américain ayant abusé d'au moins 800 enfants sans jamais être arrêté. Well, here's this man with hundreds of contacts. There was never a charge against him. He was never arrested for anything. All the children thought he was wonderful. All the mothers thought he was wonderful. Kinsey et King correspondent jusqu'en 1954. Mais si Rex King est en effet une des principales sources de Kinsey, il n'était pas le seul pédophile avec qui le père de la révolution sexuelle était en contact. C'était aussi le cas du docteur Fritz von Baluseck, nazi et membre de la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale, ayant commis des crimes atroces à l'encontre de jeunes enfants juifs. Crimes qu'il décrivait à Kinsey dans ses lettres. Von Baluseck a fini par être arrêté et lors de son procès, le juge a déclaré « J'ai eu l'impression que vous avez violé les enfants pour impressionner Kinsey et lui fournir des données ». Ce à quoi le pédocriminel a répondu « C'est lui qui me l'a demandé ». Ensuite, en 1947, à la mort d'Aleister Crowley, un pédo-sataniste britannique qui s'était donné le nom de The Beast 666 et qui dirigeait une sorte de secte sexuelle en Sicile dans laquelle il expérimentait des horreurs sur des femmes, des hommes et des enfants. Oui, ce mec a réellement existé. Kinsey est parti à la recherche des journaux que Crowley tenait de son vivant et dans lesquels il relatait ses sadiques expériences sexuelles. Il est donc fort probable que certaines données de ces journaux se soient retrouvées dans les rapports Kinsey. Donc, quand les membres de l'actuel Institut Kinsey ont le culot d'affirmer, je cite, « Le docteur Judith Reisman a déclaré sans preuve que Kinsey avait qualifié les relations sexuelles entre adultes et enfants de bénignes », c'est à se demander s'ils se sont déjà intéressés de près ou de loin aux archives contenues dans leur institut, archives qu'ils refusent d'ailleurs d'ouvrir au public. Je cite, il est difficile de comprendre pourquoi un enfant, si ce n'est en raison de son conditionnement culturel, devrait être dérangé par le fait qu'on lui touche les organes génitaux ou par le fait de voir les organes génitaux d'autres personnes ou bien par des contacts sexuels encore plus spécifiques. Certains des étudiants les plus expérimentés en matière de problèmes juvéniles en sont venus à penser que les réactions émotionnelles des parents, des officiers de police et d'autres adultes qui découvrent que l'enfant a eu un tel contact peuvent perturber l'enfant plus gravement que les contacts sexuels eux-mêmes. L'hystérie actuelle concernant les délinquants sexuels peut très bien avoir des effets graves sur la capacité de beaucoup de ces enfants à s'adapter sexuellement quelques années plus tard dans leur mariage. Le problème n'est donc pas le pédophile, le problème c'est l'hystérie de cette société normative. Et si vous avez vu d'autres de mes décryptages sur la chaîne, vous aurez remarqué que dans la tête des SJW du XXIe siècle, c'est en effet la norme qui est l'ennemi. Je ne dis pas que ces derniers sont des violeurs d'enfants, je dis juste que c'est bien, avant de défendre une cause. En plus, avec cette génération, quand tu en défends une, tu défends aussi toutes les autres, la fameuse convergence des luttes, il est bien de connaître son origine. Avant de sortir des conneries, comme le genre est une construction sociale, il est bien de savoir que c'est une théorie fumeuse élaborée par un pédophile sadique 70 ans plus tôt. Continuons. Et rassurez-vous, vous avez passé le plus dur. Alors, maintenant que vous cernez un peu mieux le personnage ainsi que son travail, vous comprendrez le piédestal sur lequel on l'a placé. Les chansons chantées en son honneur, Dr. Kinsey. les films relatant sa vie, Hello, I'm Dr. Alfred Kinsey. les émissions YouTube de médias connus qui s'amusent avec son travail, Half of it is sort of grey and the other half is white. ou la statue de bronze représentant en détail son doux visage de psychopathe sexuel. Le problème, enfin l'un des innombrables problèmes que ce mec a engendré, c'est que son travail a fait le tour du monde, et que lui a fait le tour de l'Europe, pour discuter avec les tribunaux des différents pays européens. Car s'il y a bien une chose qui intéresse Kinsey, à part sodomiser des chiens loups, c'est la révision des lois sexuelles.
ces fameuses lois sexuelles complètement obsolètes dans cette société composée majoritairement de pervers et d'obsédés. D'abord, il fait le taf aux États-Unis. Selon Pomeroy, son co-auteur, il a travaillé personnellement aux révisions des lois sexuelles américaines avec les commissions de l'Illinois, du New Jersey, de New York, du Delaware et de l'Oregon. Il est cité dans le Model Penal Code de 1955 dans la section relative aux abus sexuels. Ses travaux sont également cités dans de nombreuses revues juridiques, une infiltration de la sexologie de Kinsey dans le domaine législatif qui a amené à considérablement alléger les peines pour les pédocriminels. Par-delà le Pacifique, l'Angleterre aussi cite ses travaux dans le Wolfeden Report en 1957 qui a permis de décriminaliser l'homosexualité. D'ailleurs, on peut dire que les rapports Kinsey ont beaucoup fait pour les droits des homosexuels. Et là, normalement, c'est le moment où SOS Homophobie monte le son, attendant que je fasse le parallèle entre pédophilie et homosexualité pour porter plainte. C'est pour ça que je ferai cette petite précision. À aucun moment dans ce qui s'apprête à suivre, je ne parle de Christian, amoureux de Bernard. Ça les regarde. Par contre, il n'y a rien de plus factuel que de dire que les lobbies et les assos LGBTQ+, ont longtemps été étroitement liés à leurs congénères pédos. Il faudra attendre 1994 et le manifeste de l'International Lesbian and Gay Association pour que la séparation entre les deux soit bien nette. On parlait au début de la vidéo de la révolution sexuelle, et bien c'est à ce moment-là que la banalisation de la pédophilie émerge. Forcément, puisqu'il est interdit d'interdire. Donc on se retrouve avec des figures militantes de la cause homosexuelle qui militent aussi pour la cause pédophile. L'exemple le plus parlant est celui de Harry Hay, l'un des fondateurs du mouvement de libération gay à Los Angeles, et qui prônait l'inclusion de la NAMBLA dans les Gay Pride. NAMBLA étant les initiales d'associations nord-américaines pour l'amour entre les hommes et les jeunes garçons. Et si on se concentre sur la France, on peut citer Gérard Bacchignas, l'un des inventeurs du Pax, qui qualifie le rejet de la pédophilie comme une nouvelle forme d'homophobie. Ça, il le dit dans le journal homosexuel Gay-Pied, qui critique la répression de la pédophilie, la notion de majorité sexuelle et les lois de protection des mineurs. En 1982, le ministère de la Jeunesse et des Sports publie une brochure intitulée « J'aime, je m'informe » à l'intention des écoliers qui recommande Le bon sexe illustré de Tony Duvert, un militant de la cause homosexuelle. Dans ce même livre, il écrit « L'interdit qui frappe la pédérastie est un simple corollaire de ce qui, chez nous, condamne d'une part l'homosexualité et d'autre part la sexualité des mineurs. » Et oui, car la première à être frappée par l'incruste de la pédophilie, c'est l'éducation à la sexualité. Alfred Kinsey ne travaillait pas seul. Comme vous et moi, il avait des collègues. Enfin, je dirais plutôt qu'il avait des disciples, parce que normalement tu fais pas trop d'orgies avec tes collègues, en tout cas c'est pas le cas à l'heure actuelle. Et malgré le fait que Kinsey soit mort de la plus pathétique des morts, la version officielle est la crise cardiaque, mais pas mal de sources s'accordent à dire qu'il est surtout mort à cause de ses pratiques masturbatoires saines et raisonnables, ses disciples lui ont survécu. Et tels des champignons parasites bien dégueux se sont propagés un peu partout. Au sein de l'Institut Kinsey, d'abord, qui n'a jamais dénoncé les activités illégales et détraquées du mec dont il porte le nom, et qui a même trouvé une façon de justifier ses expériences pédocriminelles. I think people have got to ask themselves the question, do they believe that research into sexuality should be done or should not be done? But if the cost potentially is more children at risk of abuse, can that cost be justified? Consider the cost of remaining in ignorance. Institut Kinsey qui s'est vu accorder un statut consultatif auprès de l'ONU en 2014. Dans le milieu universitaire ensuite, comme à l'université de New York, l'université de Pennsylvanie ou l'Institut pour l'étude avancée de la sexualité humaine à San Francisco, tous trois sont devenus des centres clés de la sexologie dans lesquels les profs d'éducation sexuelle et les sexologues obtiennent leur diplôme après qu'on leur a enseigné le modèle Kinsey, puisque c'est le seul qui existe. Pour l'anecdote, le docteur Vern Bulow, un associé de l'Institut Kinsey, puis l'un des directeurs de la revue néerlandaise Pedica, le journal de la pédophilie, était le président de la Société pour l'étude scientifique de la sexualité, quand celle-ci a formé le comité d'accréditation pour le futur programme universitaire des sexologues et profs d'éducation sexuelle. Ces champignons se sont aussi propagés dans le milieu associatif, comme à la Fédération internationale du planning familial, l'IPPF. Marie Calderon, elle aussi disciple de Kinsey, y a exercé en tant que directrice médicale durant 11 ans. Cette même Marie Calderon, en 1964, après avoir quitté le planning familial, a cofondé SICUS, le Conseil de l'éducation et de l'information sur la sexualité des États-Unis, véritable pionnier de l'éducation sexuelle qui influence encore les programmes aujourd'hui. Dans les rangs de SICUS, on trouve aussi John Money, que vous connaissez peut-être car c'est lui qui a inventé la théorie du genre après des expériences sadiques sur des jumeaux. Et à la présidence de SICUS jusqu'en 1975, on trouve le co-auteur de Kinsey, Pomeroy, qui a publiquement défendu l'inceste. Je cite « Il est temps d'admettre que l'inceste n'est pas nécessairement une perversion ou un symptôme de maladie mentale. L'inceste entre enfants et adultes peut parfois être bénéfique. » Le rapport entre l'IPPF,
SICUS et les rapports Kinsey a été mis en évidence par l'American Legislative Exchange Council en avril 2004. Mais comme Kinsey était un bon gars, et ben même l'OMS a fait confiance à ces deux organisations pour éduquer sexuellement nos enfants. Les standards de l'OMS pour une éducation sexuelle en Europe. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est un ramassis de conneries pseudo-scientifiques basés d'après des travaux de pédophiles revendiqués sur lequel se basent les différents pays européens pour apprendre aux écoliers dès leurs 5 ans ce qu'est le plaisir sexuel. Survolons la version française de ces standards datant de 2013. Bon, déjà le Centre fédéral allemand pour l'éducation à la santé, chargé par l'OMS de rédiger ce rapport, dit qu'il a opté pour une approche holistique de l'éducation sexuelle qui commence à la naissance. Parce que l'enfant est un être sexuel dès la naissance selon le gourou suprême Alfred Kinsey. D'ailleurs, on nous dit par la suite que, je cite, l'éducation sexuelle est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. Oui, scientifiquement étayées. 17% des garçons de ferme font l'amour avec leur poulailler, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on voit qu'entre 2 et 3 ans, les enfants commencent à explorer leur corps. Entre parenthèses, masturbation enfantine, autostimulation. Selon qui, selon quoi? Selon des recherches extensives fondées sur l'observation. Il n'y a pas de petit astérisque pour nous dire de quelle recherche on parle exactement. Mais après, voilà, perso, quand on me parle d'observation, de masturbation infantile, ça me rappelle vaguement un truc. D'ailleurs, si votre bambin ne se masturbe pas dès l'âge de 2 ans, pas de panique, car les standards préconisent aux éducateurs d'informer les enfants âgés entre 0 et 4 ans sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de leur propre corps. Dans la case compétences, juste à côté, il faudrait lui permettre d'exprimer ses propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Et un peu plus bas, dans Sexualité et droit, toujours pour les 0-4 ans, on nous dit qu'il faut aider l'enfant à développer le sentiment qu'il est possible de décider pour soi. On a là résumé en une phrase la philosophie perverse du principe de droit sexuel de l'enfant. Donc si vous me le permettez, on va faire un petit détour par la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Dès l'avant-propos de cette déclaration, ça coince. On te sort que les jeunes font partie des groupes marginalisés, au même titre que les transgenres, les prostituées, les filles mariées et les homosexuels. D'ailleurs que quelqu'un m'explique la différence entre les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et les gays. Et en quoi les jeunes sont-ils marginalisés? Pourquoi les mettons au même plan que les prostituées et les trans? Ça sort d'où encore ces conneries? Et enfin, on nous sort que l'enfant doit être respecté dans sa capacité à prendre des décisions responsables en ce qui concerne sa propre vie, que l'enfant est acteur de sa vie, qu'il est un citoyen. Non! Un enfant n'est pas responsable, et si on s'en tient à la définition juridique, il n'est pas non plus un citoyen. On a là une négation de son statut d'enfant. Le fait que le planning familial sorte des aberrations pareilles, ça m'étonne pas plus que ça, il y a qu'à jeter un coup d'œil à ses origines pour remettre en question son existence, et encore plus les financements publics qu'il perçoit, mais qu'une organisation telle que l'OMS reprenne le principe douteux du droit sexuel, c'est déjà plus inquiétant. En revanche, ça n'a rien d'étonnant non plus. Pas quand on jette un coup d'œil à la bibliographie sur laquelle se basent ces standards. Et là vraiment accrochez-vous parce qu'ils nous sortent pédo sur pédo. Pour des informations plus détaillées, je vous invite à aller voir directement l'étude de Thibaut Kerlirzin faite pour l'association Les Mamans Louves en juin, parce qu'il avait tellement de profils douteux que j'ai dû faire une sélection. Commençons par un mec qu'on connaît bien puisqu'il a été directeur de l'Institut Kinsey de 1995 à 2004. John Bancroft. Pas besoin de détailler plus que ça. Consider the cost of remaining ignorant. Ensuite, Ernest Bornemann, qui considère qu'on arrête d'être enfant à partir de 8 ans, puisqu'à cet âge-là, quand on se promène dans les bois, on tombe forcément sur des prostituées, ainsi que sur des adultes qui font l'amour. Perso, à 8 ans, je jouais au Pet Shop et je lisais La Cabane Magique, mais soit. On a Théo Sandfort, qui a été membre du comité de rédaction des revues pro-pédophilie, Pédica et Archives of Sexual Behavior. On continue avec Thor Langfeld qui a écrit ce livre, que je ne sais pas prononcer, mais qui veut dire si vous le souhaitez, vous le pouvez. Je vous laisse deviner ce dont ce défenseur des relations intergénérationnelles parle. Et je finirai avec Philip Jenkins qui considère que les questions d'abus sexuels sont des constructions sociales. Voilà d'où proviennent les sources scientifiques des standards européens de l'éducation à la sexualité de l'OMS. Pas un seul pédopsychiatre n'a été consulté. Si ça avait été le cas, peut-être l'Organisation mondiale de la santé aurait-elle su que parler de la sexualité à un enfant qui n'est pas prêt, sans prendre en compte l'âge de la majorité sexuelle, qui n'est pas là pour rien, je le rappelle, peut être très néfaste pour l'enfant. C'est ce que les pédopsychiatres appellent l'effraction traumatique sexuelle, et ça peut vraiment empêcher l'enfant de se développer normalement. C'est une chose de faire de la prévention contre les grossesses non désirées et les IST, c'est une autre d'apprendre à l'enfant qu'il peut se donner du plaisir en se touchant les parties génitales. Conclusion, est-ce que tout ça donne envie de frapper dans un mur? Oui. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit de vous briser les phalanges? Non. Mais ce que vous pouvez faire, c'est partager cette vidéo qui est démonétisée et très probablement shadowban par YouTube. Voilà, bon rétablissement.